Bah, merci beaucoup et puis merci beaucoup de m'accueillir dans votre séminaire. Voilà, je suis ravie de pouvoir à nouveau travailler avec vous puisque on s'était vu il n'y a pas si longtemps que ça en fait à Reims. Et donc effectivement, alors je sais pas à quel point je suis en décalage avec ce que vous faites d'habitude, mais moi-même j'ai pas encore vraiment fait d'édition complète, en tout cas de texte de théâtre. Donc là, je vais vraiment parler plutôt de mon expérience autour de ce projet, qui est un projet, bon, je vais expliquer, mais dont l'un des volets principaux est un volet voilà, d'édition de textes théâtraux donc, de la Renaissance. Un projet donc, qui est un projet ANR en fait depuis janvier. Là, donc la partie ANR vient tout juste de démarrer. Mais qui en fait avait déjà obtenu quelques petits financements donc depuis 2022 en fait. Donc, voilà, c'est un projet qui court depuis 2 ans et les petits financements que j'avais obtenus avaient surtout été accompagnée de voilà enfin, j'avais pu du coup être accompagnée par des ingénieurs, hein, toute une équipe technique qui m'a aidée justement à établir voilà les principes techniques en fait de l'édition. Donc voilà, c'est de cette expérience-là que je vais vous parler, même si bien sûr j'évoquerai quand même les choix éditoriaux, hein, voilà les aspects plus techniques. Mais ce qui m'intéresse aussi et ce qui justifie en fait, enfin tout le cœur de mon projet, c'était aussi justement de réfléchir au fait que l'édition en elle-même ne suffisait pas, en tout cas pour ces textes-là, hein. Évidemment, voilà, pour des textes postérieurs, c'est différent, mais que donc il fallait aussi qu'il y ait tout un processus autour d'accompagnement, voilà, de ces éditions pour rendre en fait les textes plus accessibles. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter les objectifs généraux du projet. Je reviendrai ensuite sur la méthodologie, voilà, de manière un petit peu plus précise, et puis je conclurai vraiment rapidement sur voilà, les résultats attendus, un peu en mode, enfin, vraiment en mode présentation de projet. Hop, voilà, j'y arrive. Donc voilà, le premier point, c'est un point voilà, de positionnement et d'objectif du projet. Donc, le principe de Melponum, donc Melpomène à l'ère numérique, c'est de réfléchir aux moyens d'élargir la réception, la diffusion et l'analyse des œuvres théâtrales françaises de la Renaissance, en s'appuyant donc, il y a vraiment deux volets centraux. D'abord sur le développement donc d'éditions numériques savantes. Enfin, en tout cas, c'était l'objectif initial, j'y reviendrai, c'est un petit peu bouché. Et aussi, deuxième aspect, sur la mise en place d'un programme de médiation donc culturelle et scientifique autour de ce corpus. Voilà, donc je vais vous présenter ces deux aspects qui sont liés justement par l'idée de valorisation du corpus. Donc, le point de départ du projet, c'était le constat que dans les travaux de recherche, dans l'enseignement secondaire et supérieur, et sur la scène théâtrale française, donc ça c'est important, la structuration de ces trois publics, le théâtre du XVIIe siècle est très représenté, mais à l'inverse, les œuvres qui l'ont précédé sont largement négligées. Donc par exemple, et c'est quand même significatif, le programme théâtre au lycée cours sur les périodes du XVIIe siècle au XXIe siècle. Donc en théorie, au lycée, on ne peut pas faire étudier de textes théâtraux du XVIe siècle, bon, même s'il y a des biais, voilà, mais en tout cas, officiellement, c'est compliqué. Au collège, le bulletin officiel rend possible l'étude de ces corpus en sixième, ce qui est peut-être un peu tôt, encore que ça peut se discuter pour certaines farces, par exemple. Mais ensuite, à partir de la classe de cinquième, la possibilité disparaît. De même pour ce qui est des études supérieures, alors il existe quand même des cours et des séminaires évidemment consacrés à ces corpus, mais on constate qu'il en reste quand même assez peu, que les étudiants sont assez réticents. Bon, alors évidemment, ça dépend des universités, mais globalement, il y a une certaine réticence. Et moi, mes étudiants témoignent toujours d'une certaine difficulté à les aborder, en raison notamment de la barrière de la langue, hein, mais aussi quand même du constat d'un écart esthétique. Voilà. Et donc tout ça, c'est aussi le résultat du fait que ces pièces ne sont jamais proposées, par exemple, au programme des concours des ENS, apparaissent rarement au programme de l'agrégation. Bon, il y a quand même eu Didon se sacrifiant et Garnier en 2020, donc voilà. Donc on a quand même des moments où les pièces sont mises au programme. Mais bon, ça reste rare. On constate aussi que les manifestations scientifiques et les travaux de recherche et les travaux de doctorat notamment consacrés au théâtre du XVIe siècle français restent assez rares. Alors c'est vrai que là, il va y avoir justement le colloque Saulnier en avril là, de 2024, hein, qui est organisé à la Sorbonne, qui portera sur la comédie humaniste. Mais sinon, auparavant,
hormis les journées d'études liées à l'agrégation, le seul événement scientifique récent qui a porté sur le théâtre du XVIe siècle, c'était donc un événement sur le théâtre néo-latin à Dijon en 2015. On est quand même 2015, hein, et puis sur le théâtre néo-latin, voilà, qui est quand même seulement une partie du corpus. De même, pour ce qui est de la scène théâtrale, ben, ces pièces sont quand même très rarement représentées et en fait, toujours dans un cadre universitaire. Donc, Cléopâtre captive a été représentée en 2018 à la BNF par la compagnie Ogma dans le cadre d'une journée d'études sur la vie théâtrale et artistique à la Renaissance. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aux metteurs en scène, ils disent que, enfin, ils m'expliquaient que finalement, ils ont laissé tomber ce spectacle, ils n'arrivent pas à le vendre. Donc, vraiment, ça n'intéresse personne. En tout cas, on est peu à être intéressé. De même, on a vu la mise en voie d'un acte d'Hippolyte à Paris 7 dans le cadre de l'agrégation. Euh, Christian Schiaretti avait aussi repris justement son Hippolyte au TNP, voilà, à ce moment-là, mais voilà, c'est toujours lié, hein, à une demande en fait universitaire. Voilà, et donc ben, ça fait quand même que bon, déjà c'est, je trouve dommage évidemment, mais la conséquence aussi, c'est que notre recherche ne peut pas s'appuyer sur des captations ou des comptes rendus de mise en scène, ce qui est quand même un peu dommage quand on étudie du théâtre. Voilà. Et donc, évidemment, ben, au-delà de ces constats, l'hypothèse, hein, quand même du projet, c'était de considérer que l'étude et la mise en scène de ces corpus ben, avaient un intérêt en termes d'histoire du théâtre, hein, de ses formes. Hein. Ça permet de découvrir une dramaturgie non classique, fondée sur une conception non aristotélicienne de l'action, qui propose une définition spécifique du tragique et du comique. Et puis, au-delà, évidemment, de l'intérêt pour l'histoire littéraire et théâtrale, bah, ces pièces ont un intérêt évidemment en termes de contenu, elles peuvent nous parler à nous, et ça par exemple c'est ce qu'a montré Christian Ambier dans ses travaux, hein, que finalement lui il établissait un lien entre le théâtre post-Auschwitz et le théâtre post-guerre de religion. Donc bon voilà, on peut trouver aussi des points d'accroche qui nous permettent, enfin disons que ce théâtre-là peut nous permettre de penser aussi notre monde, hein. Donc c'est quand même l'intérêt. Voilà. Et donc, mon idée de départ, c'était d'essayer de changer, enfin, de réfléchir à élaborer une stratégie, hein, justement, pour lever les verrous, en fait, voilà, forgés par l'histoire littéraire, en fait, au fil des siècles, hein. Et puis aussi, enfin, verrous qui sont la conséquence, donc, de la distance linguistique et esthétique. Donc, vous voyez, l'objectif du projet, c'est vraiment un objectif. Assister au séminaire, enfin, ou à la journée. Voilà. Je ne sais pas qui parle. Je poursuis. Vous m'arrêtez s'il faut, hein. Voilà, et donc l'objectif du projet, c'est vraiment un objectif d'accessibilité, hein. L'idée, c'est de rendre ces corpus plus visibles et plus accessibles, donc à nouveau dans ces trois domaines, hein, l'enseignement, le théâtre et la recherche. Et puis évidemment, il fallait aussi, au moment où j'ai déposé le dossier, bah, convaincre l'ANR, hein, donc l'Agence nationale de la recherche, qui avait un intérêt, hein, quand même à réfléchir un petit peu sur ces textes et à les rendre plus accessibles. Donc, pour permettre, voilà, enfin, pour aller dans le sens de cet objectif d'accessibilité, je le disais, hein, donc deux versants. Le premier versant, c'est un versant d'édition. L'idée, donc, c'est de produire des éditions numériques savantes, appuyées sur le langage XML TEI, j'y reviendrai, et présentant une forme innovante. Donc là, j'annonce un peu le, le principe, et puis j'y reviendrai ensuite plus dans le détail. Donc, en tout cas, le point de départ, l'idée vraiment de départ, c'était que il fallait toucher les trois publics cibles, donc les enseignants, du secondaire, les chercheurs et les metteurs en scène, en leur proposant des éditions en fait personnalisées, adaptées. Voilà, donc aller enfin, proposer des formats. Donc ça, c'est ce qui a intéressé les ingénieurs au départ en fait. Proposer des éditions qui soient pensées en direction d'un public et donc qui laissent à l'utilisateur le choix de la version qu'il va pouvoir regarder. Donc voilà, donc ça, j'y reviendrai hein, dans le détail tout à l'heure. Au-delà, les éditions, évidemment, enfin, mêleront, parce que là, c'est encore un peu, pour l'instant, c'est un peu léger, mais mêleront des contenus textuels avec des contenus iconographiques et vidéo, notamment des captations hein, de spectacles ou de lectures qui sont réalisées dans le cadre du projet. Et évidemment, référenceront aussi les ressources hein, existantes sur ce théâtre. Voilà, donc ça, c'est pour le premier versant. Encore une fois, je lance et puis je reviendrai après. Et donc ce travail d'édition, qui est réalisé donc conjointement par des chercheurs, des enseignants et puis les metteurs en scène qui participent aussi, eh bien ce travail est accompagné de tout un programme de médiation scientifique et culturelle, c'est-à-dire bon, des colloques hein, très classiquement, mais
des colloques et des journées d'études qui sont toujours associées à des lectures et ou des mises en scène intégrales de textes, et aussi avec toujours évidemment un versant pédagogique, hein, l'objectif étant de créer aussi du matériau pédagogique qui puisse ensuite être réutilisé, hein, notamment dans le secondaire. Voilà, donc l'idée, hein, voilà, du projet, c'est de faire collaborer des personnes issues de ces différents domaines, hein, pour aboutir notamment à des éditions qui puissent ensuite voilà, donner un meilleur accès au texte, hein. Voilà, donc en développant notamment de nouvelles ressources. Donc, s'agit en fait de réfléchir justement aux spécificités de ce projet éditorial, là d'abord je vais me concentrer sur le premier aspect, hein, l'aspect vraiment des éditions. Évidemment, il a fallu se positionner par rapport à ce qui avait été fait avant. Donc d'abord par rapport aux éditions papier. Voilà, donc ce qu'on constate, c'est que bon, il existe quelques éditions isolées de ce théâtre-là. Donc par exemple le théâtre de Robert Garnier, qui est relativement bien édité, le de Marguerite de Navarre aussi, ou par exemple côté comédie de Pierre de Larrivé, hein, qui a été édité récemment. Euh, il y a eu le volume Le théâtre tragique du XVIe siècle d'Emmanuel Buron et Julien Guery au format poche, donc ça c'est vraiment parfait. Et ils sont a priori en train de travailler sur un volume aussi comique, donc une anthologie de 4 textes à chaque fois. Mais sinon, hormis ces quelques projets qui sont relativement isolés, évidemment, le plus gros projet, c'est celui du Gruppo di Studio sous le Cinquecento Francese, hein, donc le groupe italien, qui travaille sur le théâtre de la Renaissance depuis en fait les années 80 et en fait même avant, mais le projet d'édition a commencé dans les années 80. Et donc, ils ont publié l'ensemble des pièces tragiques et comiques à l'antique, en tout cas du XVIe siècle, hein, français. Donc, évidemment, il a fallu là aussi se démarquer de ces éditions. Donc, premier élément qui est quand même important à mon avis, c'est que leurs éditions sont entièrement modernisées et que, comme je le montrerai tout à l'heure, les éditions du projet enfin, présentent la double orthographe, modernisée et non modernisée, hein. Le but, c'est que l'utilisateur ait le choix. Évidemment, comme il s'agit d'éditions numériques, eh bien, la paracritique est très malléable, et donc ça, c'est un avantage aussi, pouvoir faire des introductions plus longues ou plus courtes, voilà. C'est en accès libre, donc c'est gratuit, et ça, c'est un gros avantage, puisque leurs volumes sont très chers, hein. Évidemment, ils sont achetés par les bibliothèques plus que par les particuliers. On aura des contenus vidéo, et bien sûr, l'autre élément qui me semble essentiel en fait en tant que chercheuse, c'est que l'outil numérique, évidemment, fait gagner un temps fou quand on veut faire, par exemple, moi là, je travaille en ce moment sur une recherche d'intertexte d'un dramaturge par rapport aux autres dramaturges. Et c'est vraiment pénible quand on n'a pas de version texte, hein, de chercher les... Quand on sait qu'il y a un mot commun, mais qu'on ne sait plus où, vous voyez, ben, ça prend un peu de temps. Voilà, ça, évidemment, l'outil numérique permet de réaliser des analyses lexicales ciblées, d'utiliser des outils de textométrie, de proposer des études linguistiques, hein. Et voilà, et comme l'a montré donc Johanna Galeron, qui effectivement viendra vous parler, j'espère que je pourrai l'entendre aussi dans la prochaine séance. L'outil numérique ne permet pas seulement de gagner du temps, mais offre en fait de nouvelles fonctionnalités qui changent le regard du chercheur. Si on change d'outil, en fait, on change de regard sur le texte et donc ça ouvre de nouvelles perspectives. Elle montrait notamment autour de la notion de personnage. Enfin, voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Bon, mais elle expliquera ça mieux que moi. Voilà. Donc, les éditions, vous voyez, existent en fait, hein. Les éditions papier existent. Tout le corpus, en tout cas tragique et comique, est déjà publié en version papier. Mais vous voyez, il me semblait que le travail éditorial gagnait à être poursuivi, notamment grâce aux outils numériques. Alors, des éditions numériques de ces textes, enfin, de textes dramatiques, il en existe. Donc, bien sûr, on peut penser à la bibliothèque dramatique, hein, du Self, qui a été alimenté par Georges Forestier, mais qui, comme vous le voyez ici, moi évidemment, c'est qu'un extrait, porte donc sur le XVIIe siècle. On a également le site Théâtre Classique, bah, là aussi qui rend beaucoup de services, hein, de Paul Fièvre, qui est très bien. Donc là, ce sont des éditions avec une orthographe modernisée et qui, surtout, pour ce qui nous intéresse, ne comptent que 8 pièces du XVIe siècle, hein, face à 542 pièces du XVIIe siècle. Donc voilà, quand même, il restait un travail à faire enfin, pour ce corpus précis. Évidemment, le site Les idées du théâtre est aussi voilà, très bien pour ce qui est des paratextes, hein, du théâtre. Et là aussi, c'était fondé sur un projet ANR du même nom.
Et puis pour ce qui est des éditions de textes, enfin des éditions numériques de textes de la Renaissance, et bien évidemment, le grand modèle reste quand même les BVH, hein, les bibliothèques virtuelles humanistes, mais qui ne présentent pas de textes théâtraux. Donc vous voyez, sur l'aspect, autant les éditions papier existent, autant sur l'aspect numérique, là, il y avait quand même un boulevard, hein, et voilà, il y a pas, on n'a pas encore. Certains textes sont sur Wikisource, certains textes sont partis sur Wikisource, certains textes sont chez Paul Fiel, mais vous voyez que c'est encore une grande minorité. Alors en fait, depuis, j'ai aussi découvert d'ailleurs, je ne l'ai pas ajouté, mais aussi un site consacré à des éditions numériques de Sauty et de moralité. Voilà, donc que je ne connaissais pas parce qu'en fait, c'est pas des corpus vers lesquels j'allais au départ, mais voilà, qui donc là aussi. Et là, c'est pas en orthographe modernisée, c'est en orthographe originale. Donc il a aussi est évidemment très précieux. Voilà, pour ce qui est toujours du positionnement par rapport à l'état de l'art, au-delà de la question de l'édition, euh, enfin, tout ceci s'appuie aussi sur une réflexion plus globale sur la place de ces textes dans nos pratiques, donc dans nos pratiques d'enseignants. Et donc ça rentre en fait dans le cadre justement d'une réflexion plus globale chez les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur la Renaissance, hein, justement, de la présence de la réception de la Renaissance dans nos pratiques, voilà, dans la culture contemporaine et aussi dans nos pratiques d'enseignement. Donc, par exemple, il y avait une journée d'études à Nanterre en 2022 qui s'intitulait Renaissance scolaire, hein, donc, qui portait vraiment sur cette question-là, mais là aussi qui n'avait pas parlé de théâtre. Et à l'inverse, quand on regarde du côté des études théâtrales, il y avait un récent, donc, qui datait de 2022 aussi, un numéro de la revue Pratique qui s'intitulait Pour une didactique du théâtre entre texte, jeu et représentation, donc la question de l'enseignement en fait, hein, des textes théâtraux. Mais bah, à ce moment-là, c'était le XVIe siècle qui n'était pas représenté. Donc c'est vrai que le théâtre du XVIe siècle, vous voyez, échappe un peu, que l'on regarde les études de la Renaissance ou les études théâtrales, en fait, le théâtre du XVIe siècle, malheureusement, n'est pas encore très représenté. Voilà, et puis toujours pour cet aspect état de l'art, mais cette fois côté théâtre, l'idée évidemment, c'est de réfléchir aux manières d'atteindre un public avec ces textes. Et donc là, moi, je travaille entre autres avec des metteurs en scène qui sont formés, voilà, à la diction baroque, parce que ce sont les metteurs en scène qui viennent le plus spontanément en fait faire des textes du XVIe siècle, même si c'est un petit peu quand même étranger pour eux, mais ils y viennent. Mais l'idée, c'est aussi justement d'aller vers des metteurs en scène qui n'ont pas l'habitude de ces textes et qui proposent pas donc enfin, qui sont pas dans ce cadre-là de la diction baroque et de ce qu'on a pu appeler un moment restitution euh, ou mise en scène historiquement informée. Euh, mais en même temps, effectivement, la manière dont Eugène Green a su gagner son public avec le théâtre baroque, bah, ça reste un modèle quand même de manière dont on peut adapter ou voilà, aller chercher son public avec des textes qui au départ sont pas très étudiés. Bon, voilà en tout cas, hein, globalement, pour ce qui est pardon, je vais aller trop vite, de l'état de l'art. Alors, donc des objectifs généraux du projet. Donc, je passe à mon deuxième point, qui est un point donc, sur les fondements méthodologiques. Donc, bon, le grand principe en fait méthodologique quand même, enfin, réside dans la collaboration justement d'équipes qui sont définies par quatre domaines. Donc, l'analyse et la critique littéraire, donc ce sont les chercheurs et les chercheuses, l'enseignement. Donc là, j'ai des enseignants et j'ai uniquement des enseignants. Non, il y a aussi deux enseignantes du secondaire qui sont quand même aussi mobilisées dans le projet. Le spectacle vivant. Donc là, je travaille avec plusieurs metteurs en scène et une metteuse en scène et une quatrième équipe qui est l'équipe numérique. Voilà. Donc le principe, c'est de faire collaborer tout le monde pour aboutir donc aux éditions, c'est la première tâche, et à tout ce programme de médiation culturelle et scientifique, hein. Voilà, toute cette partie est aussi, enfin, Sandrine Bérégar, hein, qui est là, enfin, que j'ai vue tout à l'heure, est aussi voilà, une actrice majeure de cette partie-là, notamment autour évidemment de la médiation, mais aussi des éditions d'ailleurs. Voilà, donc je vais reprendre d'abord la première tâche et je vais entrer un petit peu plus dans les détails de la méthodologie.
Donc la première tâche, c'est celle de l'édition. L'idée, c'est de publier, de valoriser sur le web des éditions numériques savantes du corpus. L'idée aussi, c'est de faire de cet espace qui est développé donc, sur la plateforme Centaure, qui est la plateforme de la MSH Lorraine, donc la MSH Lorraine qui m'a en fait donné ce premier financement voilà, pendant 2 années et ce premier accompagnement technique surtout qui a été très, très, très précieux. Voilà, donc, et donc de faire de cet espace qui se trouve sur la plateforme Centaure aussi un site quand même de référence sur le théâtre de la Renaissance où voilà, on puisse trouver non seulement des éditions, mais aussi des ressources, des savoirs, ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. Voilà. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le point de départ du projet, c'était de concevoir 3 visualisations des textes, donc destinées à 3 scénarios de lecture en fait, différents. Donc, la première version, c'est la version qui est destinée aux chercheurs, bon, qui est évidemment peut-être la plus classique pour nous. Donc cette version présente ou présentera, c'est encore en cours, une orthographe non modernisée et respecte voilà, les conventions pardon, d'édition des textes du XVIe siècle. Donc il y a quand même une première régularisation, on dissimule les I, les J, voilà, les U, les V, les choses comme ça. Donc l'idée, c'est de donner aux chercheurs des éditions de travail et leur éviter des va-et-vient. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma thèse, par exemple, entre des éditions modernes et des éditions anciennes numérisées sur Gallica, où on fait effectivement voilà, le va-et-vient pour aller chercher le texte original. Dans cette version-là, les éditions seront dotées d'un apparat scientifique complet. Voilà, je détaillerai un petit peu après ce que ça veut dire. L'idée, donc, c'est de donner des éclairages sur la langue, sur les allusions culturelles, les intertextes, la dramaturgie, donner des éléments d'interprétation. Bon, voilà. Les introductions seront voilà, de taille raisonnable. En fait, c'est évidemment là, c'est quand même à la discrétion de l'éditeur ou de l'éditrice. Bon, présenteront l'auteur, le contexte, l'intrigue, les personnages. Voilà, donc des introductions assez classiques. Et bien sûr, l'intérêt, c'est que rendre disponibles ces éditions au format XML, TEI et en accès libre permettra aux chercheurs de conduire en fait leurs propres analyses. Évidemment, c'est ça aussi l'idée, c'est que ça permette voilà, ensuite de télécharger le fichier au format XML, TEI et puis de faire des recherches. Alors la deuxième version, bon, ça, donc c'est assez classique, je ne m'étends pas. La deuxième version, c'est une version donc, qui est prévue pour l'enseignement et aussi en fait pour la lecture par des non spécialistes. Donc cette version prévue pour l'enseignement plutôt du secondaire, présente une langue modernisée, un apparat scientifique allégé. Euh, donc l'idée de cet apparat scientifique allégé, c'est de donner les éclaircissements nécessaires à la compréhension et à l'étude des textes en classe, c'est-à-dire de laisser donc pour les enseignants toutes les notes lexicales et les notes dramaturgiques. Voilà, pour qu'on sache qui entre, qui sort, parce qu'en plus il n'y a pas de scène, en tout cas pour la tragédie, donc c'est bien de donner des indications dramaturgiques, et tous les éclairages lexicaux, mythologiques, etc. En revanche, toute la partie plus philologique n'apparaît pas pour cette version-là. Là, cette version intégrera aussi des ressources pédagogiques directement exploitables, donc typiquement des explications de texte que des enseignants du secondaire font. Donc, ils proposent en une page, vous voyez, un texte avec des questions. Enfin, c'est vraiment fait pour le secondaire. Dans les introductions, on mettra aussi des résumés des pièces avec, enfin, des résumés cliquables pour que les enseignants puissent aller directement à la scène qui les intéresse. L'idée, c'est d'associer évidemment à des contenus vidéo iconographiques, donnés en hyperlien, par exemple. Et puis aussi, alors ça, je vous avoue, pour l'instant, c'est pas encore très développé, mais l'idée, quand même, ce serait de réfléchir à des activités pédagogiques autour des textes. Bon, voilà, donc ça, c'est encore en cours. De même que l'idée aussi, c'est de réfléchir à proposer une visualisation ludique ou dynamique. Voilà, donc ça, pour l'instant, c'est pas encore du tout, ça n'a pas encore été vraiment pensé dans le cadre du projet. Bon, mais encore une fois, il est commencé en janvier, donc je demande votre indulgence. Voilà, donc ça c'est la deuxième version, celle prévue pour l'enseignement. La troisième version est prévue donc pour la répétition théâtrale en fait.
Et donc cette version-là aura le même apparat scientifique allégé que la version enseignement, donc, voilà, mais présenté différemment sur la page, hein. Donc là, ce sont les metteurs en scène qui m'aident à réfléchir justement à la typographie, à la mise en page singulière. Donc en gros, ils me demandent des textes plus aérés pour que les comédiens, les comédiennes puissent prendre des notes, voilà, que les notes sur le texte apparaissent à droite, ou voilà, enfin, que ce soit un petit peu, enfin, formulé un peu différemment, enfin, présenté un peu différemment, que les remarques, toutes les remarques dramaturgiques apparaissent en revanche un peu plus nettement. Enfin bon, voilà, donc là, la différence entre la version enseignement et la version répétition, c'est surtout une différence de présentation typographique, en fait, hein, voilà. Euh, et puis, bien sûr, l'autre élément qui pourrait être important pour de potentiels metteurs en scène, c'est aussi le lien vers les captations qui auront été réalisées dans le cadre du projet ou qui ont, par exemple, pour la captation de la Cléopâtre captive à la BNF, elle existe en ligne sur le site de la BNF, donc là, on peut mettre un lien. Mais voilà, sinon, ça renverra essentiellement aux captations réalisées dans le cadre du projet. Voilà, et donc voilà, ces trois versions en fait hein, d'édition qui sont prévues. Et il y aura ensuite toute une partie qui sera commune, donc d'autres contenus associés au texte hein, pour faciliter leur lecture et leur compréhension, des notices sur les dramaturges et sur les pièces, des chronologies générales, des bibliographies, des hyperliens vers certaines ressources, des contenus vidéo. Et donc les contenus vidéo, ce sont les captations. Et aussi, l'idée, c'est de demander aux éditeurs des pièces d'enregistrer des vidéos de présentation du texte qu'ils auront édité sur le modèle hein, de ce que proposent les éditions Draw, justement, voilà, où les auteurs de leur volume présentent en 3 minutes ce qu'est leur volume, puisque ça aussi, voilà, c'est quand même un vecteur euh, enfin, ça permet aussi de faciliter un petit peu l'accès, notamment pour les enseignants, hein, puisque les enseignants avec qui je travaille m'expliquaient que, évidemment, eux-mêmes n'ayant pas connu ces textes-là durant leurs études, l'accès était difficile et que donc il fallait faciliter, ils n'ont pas le temps hein, d'aller lire énormément de choses, de faire un travail de recherche, donc il faut donner des ressources facilement exploitables. Euh, voilà. Et puis il y aura bien sûr plus classiquement des glossaires, des index de noms, des bibliographies. L'idée aussi du projet, c'est de permettre aux utilisateurs, aux utilisatrices de notifier, en fait, par exemple, de signaler des intertextes, de signaler bon, des liens vers d'autres contenus, voilà, d'autres espaces Internet. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est, voilà, bon, par exemple, sur les intertextes, je pense que c'est intéressant parce que les intertextes, justement, c'est bien si chacun peut y contribuer parce qu'on voit tous des choses assez différentes. Alors, pour l'aspect un peu technique, donc les trois visualisations, hein, dans tous les cas, se font à partir du même fichier XML-TEI, c'est-à-dire d'une même édition numérique, hein. Ça, c'est vraiment le fondement. Encore une fois, c'est ça qui a intéressé les ingénieurs, parce que faire trois fichiers différents pour eux, on le fait sur Word, et puis voilà. Mais là, ce qui les intéresse, c'est qu'on encode toutes les informations de telle manière, effectivement, qu'on puisse arriver à ces trois visualisations. Donc, voilà, l'intérêt du projet, c'est de mettre en œuvre le potentiel de ces documents pivots, en fait, hein, type XML-TEI, qu'on couple à du XSLT. Alors, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, parce que ça, pour le coup, je ne sais pas le faire. Mais à travers enfin, à partir du document XML-TEI, on fait une feuille de transformation en XSLT qui va nous permettre d'aboutir à notre document HTML. Et donc, cette feuille de transformation, voilà, que moi, je ne sais pas faire, mais permet de dire tel élément encodé de telle façon va apparaître de telle façon dans le document HTML. Voilà, et donc les éditions évidemment pourront, et là c'est déjà un petit peu le cas pour ce qui est déjà voilà, mis en ligne, pourront être visualisées directement sur la plateforme évidemment, hein. Le but c'est pas seulement de pouvoir télécharger un PDF hein, dans une version précise, mais c'est de pouvoir travailler directement en ligne et quand même voilà, de pouvoir télécharger un document sous différents formats sur le modèle en fait de ce que propose déjà justement à la fois le site Théâtre Classique et le site des bibliothèques dramatiques du CELF. Euh, voilà. Et donc, évidemment, hein, il ne s'agit pas d'imposer non plus à chaque utilisateur d'aller vers la version qui est prévue pour lui. Mais par exemple, pour les metteurs en scène, donc le metteur en scène avec qui je travaille prioritairement, lui était intéressé justement par le fait de pouvoir donner à ses comédiens la version allégée et prévue pour la répétition, tout en allant quand même consulter la version chercheur qui sera la version la plus complète, en fait, hein.
Bon, voilà. Alors, donc ça, c'est voilà ce qui, enfin, c'est le cœur du travail, hein, que je vais ensuite présenter un petit peu visuellement. En amont, alors pour obtenir les textes à annoter, donc là, j'ai essayé, enfin, avec l'équipe technique de la MSH Lorraine, plusieurs options disponibles, hein, qui sont gratuites ou non, pour justement permettre, enfin, obtenir des transcriptions. Euh, donc, on a essayé voilà, une ossérisation avec des outils comme Tesseract qui n'avaient pas donné des très bons résultats. Les meilleurs résultats donc, étaient donnés par Transcribus, qui n'est pas tout à fait gratuit, mais qui n'est pas non plus excessivement cher, en tout cas pour l'instant, qui n'est pas tout à fait pratique puisqu'il faut segmenter le texte en seulement en séquence de 4 pages. Voilà. Enfin, c'est pas, je trouve pas ça très fluide, mais bon, en tout cas, c'est quand même ce qui donne les meilleurs résultats. Et puis, on n'exclut pas non plus d'utiliser un moment e-scriptorium. Voilà, bon, mais là, il faudrait avoir un accès à e-scriptorium qui, pour le coup, est beaucoup plus cher et qui repose en fait qui repose sur l'entraînement des modèles. Donc, bon, mais du coup, il faut entraîner le modèle. Donc, ça, c'est un peu plus long, mais une fois qu'il est entraîné, justement, il est tout à fait capable de passer d'un fichier PDF. Euh, du XVIe siècle à une transcription quand même correcte. Bon, donc voilà, on a testé plusieurs options. Officiellement, c'est l'option Transcribus qui est retenue pour l'instant, mais pour vous dire la vérité, pour l'instant, moi je transcris à la main, voilà, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace en fait. Alors évidemment, les erreurs restent possibles, mais bon. Je trouve pas ça tellement beaucoup plus long. Évidemment, ça dépend de la vitesse à laquelle on tape. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui me convient. Mais évidemment, pour toutes les personnes qui travaillent en collaboration, enfin, qui travaillent à des éditions, j'évoque quand même évidemment cette possibilité, notamment de Transcribus, d'autant que évidemment le projet peut financer des crédits sur Transcribus. Bon. Et puis voilà, et puis donc moi je transcris à la main et je fais aussi transcrire des étudiants à la main. Voilà, ce qui leur plaît parce qu'ils sont contents de se dire que ça va quand même, enfin que ça va être mis en valeur, donc ils pourront eux le mettre en valeur. Et puis voilà, ça fait des petites mains qui travaillent aussi pour le projet. Donc voilà pour ce qui se passe en amont, comment on obtient les textes, hein. Donc vous voyez, pour l'instant, en fait, on les obtient manuellement, hein. Et puis en aval, donc une fois qu'on a développé notre fichier XML TEI, qu'on l'a couplé à du XSLT, on le met en ligne donc au format HTML sur donc la plateforme Centaur, hein, qui est une plateforme toute récente en fait lancée par la MSH Lorraine, qui est fondée sur le site OMKS. Donc là aussi, voilà, très honnêtement, je suis pas encore tout à fait assez formée pour évoquer toutes les possibilités techniques, hein, mais ils partent du site OMKS et puis voilà, ils développent ensuite, enfin, ils ont développé euh, les spécificités voilà, enfin, des éditions qu'on va proposer dans le cadre du projet. Et donc, pour l'instant, ce sont les ingénieurs de la MSH Lorraine qui continuent à m'accompagner, mais à partir du mois de mars, j'aurai un ingénieur ou une ingénieure dédiée au projet, ce qui va quand même permettre aussi d'aller un petit peu plus vite, puisque les ingénieurs de la MSH, évidemment, ont d'autres choses à faire que travailler sur le projet. Alors, vous voyez afficher plusieurs éditions en cours. Donc, vous voyez qu'il y a deux, en fait, il y en a un petit peu plus que ça. Donc, une première rubrique est les éditions. Donc là, c'est vraiment le moment où j'ai des éditeurs scientifiques. Donc, Médée de la Péruse, sur laquelle je travaille avec Zoé Schweitzer. La tragédie du sac de Cabrières, sur laquelle travaille Charles-Louis Morand-Métivier. Holoferne de d'Amboise et Lucrèce de Filleul. Donc, ce sont deux éditions réalisées dans le cadre de mémoires, hein. Donc, ce sont des mémoires éditions que je dirige. Et puis Panthée, donc pour l'instant, j'ai une transcription des étudiants. Et puis voilà, peut-être que Sandrine fera l'édition ou pas. On en reparlera. Sandrine, si tu m'écoutes. Voilà. Et puis en dessous des transcriptions en cours aussi. Voilà, donc Clytemnestre, par exemple, je viens de finir de la transcrire. Les écoliers, ce sont mes étudiants qui sont en train de le faire, mes étudiants en L3. Enfin voilà. Donc le travail est en cours. Et puis j'ai évidemment beaucoup quand même de promesses de transcription et d'édition. Voilà. Donc j'espère qu'elles seront honorées. Voilà, alors, j'ai pas osé, en fait, j'ai préféré vous présenter les choses en partant enfin, en faisant des captures d'écran sur mon PowerPoint, parce que j'ai eu peur qu'il y ait des problèmes de sécurité si je voulais vous montrer une page web. Donc, bref, je vous montre du coup sur le PowerPoint, mais
il me semble que vous aviez envoyé le lien hein, pour le... Enfin bref, en tout cas, le lien sera disponible quelque part. Donc ça, c'est la première pièce qui est éditée. Donc l'édition n'est pas finie, mais c'était la pièce test en fait, hein. Donc vous voyez qu'en haut, on vous propose enfin, une série enfin, trois possibilités pour accéder aux versions. Donc, vous voyez la version enseignement, la version théâtre et la version recherche, hein, ce qui est désigné par des pictogrammes. Pour l'instant, quand on clique dessus, ça ne donne rien. Voilà. Mais c'est prévu, en tout cas sur le site. Pour le reste, hein, l'édition, donc vous voyez, voilà, on peut retrouver des informations, donc c'est là qu'on aura la bibliographie, l'introduction, le résumé, etc., les vidéos. Et sinon, on arrive sur une édition numérique, voilà, somme toute classique. Là, on nous présente la liste des personnages, le numéro d'acte. Alors, là, les personnages sont en violet, le nom des personnages qui vont intervenir dans l'acte. Parce que donc souvent au XVIe siècle, en début d'acte, on a une liste de personnages qui vont intervenir, mais là, c'est pas le cas. Donc là, on l'a ajouté, c'est une note en fait de type dramaturgique, et donc c'est pour ça que ça apparaît en violet. Euh, donc vous voyez le texte, des notes, donc soit en violet pour les notes dramaturgiques, bon les couleurs on va y réfléchir, hein, c'est pas définitif. En vert vous avez des notes de type philologique et dans la même couleur on a aussi les notes lexicales. Voilà, on n'a pas différencié les notes philologiques et lexicales, mais là il se trouve que c'est une note philologique. Les mots qui sont surlignés en bleu, donc, ce sont les mots qui, justement, enfin, enfin, sont modernisés. Donc là, ils ne le sont pas puisqu'on est dans la version originale, mais vous voyez qu'en haut, vous avez le choix de cliquer. Moi, je vois pas bien parce qu'il y a autre chose, en fait, au-dessus. Voilà, pardon. Donc, vous avez le choix de choisir ou pas la version, enfin, de choisir la version originale ou la version régularisée. Alors en fait, on va modifier le terme là aussi, hein. C'est vraiment modernisé parce qu'en fait, la version originale est déjà régularisée, hein. Donc bon, là, il y a une petite erreur. Il faut que je corrige ça. Voilà. Et donc, si vous cliquez, hop, vous passez sur la version modernisée. Moi, j'aime bien. C'est un peu gadget, mais je suis assez contente. Voilà. Donc, hop, voilà. Ça permet. Le surlignement, vous voyez, ça se discute. Moi, je trouve que c'est bien de savoir quels mots ont été modifiés ou pas. Après, ça met en valeur des mots. On ne sait pas, enfin, voilà, est-ce que ça modifie ou pas la lecture? Et je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça c'est un petit peu en réflexion aussi. En tout cas, pour l'instant, ils sont en couleur. Ce qu'on peut faire aussi, je sais pas, voilà, on peut aussi choisir d'enlever les notes. Donc ça a l'air gadget, mais en fait, quand on fait une recherche plein texte, ça change tout. Parce que si vous cherchez un mot, voilà, spécifique, vous allez le retrouver sans arrêt dans les notes. Et donc, évidemment, ce qu'on cherche, en général, c'est plutôt à interroger le texte. Vous voyez qu'on a aussi les numéros de verre qui s'affichent donc à gauche. Alors ça a été assez dur en fait à mettre en place visiblement, mais bon, voilà. Les ingénieurs quand même sont assez magiques, ils réussissent tout. Bon, voilà, donc en gros, pour l'instant, la visualisation actuelle des éditions, encore une fois, rien n'est définitif. Là, on est vraiment au début du projet. L'idée, hein, c'est quand même qu'on puisse réfléchir, voilà. Et puis encore une fois, ça sera complété en théorie par les différentes versions, hein, donc, qui proposeront un autre type de visualisation. Pour vous montrer, voilà donc ce que ça donne en TEI. Donc voilà le code. Donc là, c'est pas Médée, voilà, c'est une autre pièce, c'est la tragédie du sac de Cabrières que j'ai encodée. Donc vous voyez, ce qui est très long en fait, et ça c'est bon, ça se discute, c'est donc vous voyez l'encodage de la version originale et de la version régulaire, enfin modernisée qui s'appelle reg, hein, c'est pour ça qu'on a mis régularisé sur le site. Puisque là, pour chaque mot, il faut encoder l'ensemble et encoder enfin, la première version et la deuxième version. Enfin, ça prend vraiment un temps quand même fou. Sinon, l'autre possibilité, ce serait de proposer une version non modernisée et à côté une version modernisée. C'est ce que font beaucoup en fait d'éditions numériques. Mais voilà, ça ne répondait pas vraiment à l'objectif du projet, qui est justement de réfléchir à la manière dont on peut, à partir d'un fichier unique, proposer différentes expériences de lecture. Donc, vous voyez, pour vraiment la partie numérique qui intéressait les ingénieurs et qui était quand même le point de départ, ce qui était mon idée en fait de base, hein, qui nous a fait développer le projet. Et voilà, il fallait qu'on garde, enfin il faudrait hein, qu'on garde cet arrangement-là avec la technique, hein, qui est en fait assez quand même chronophage. Bon, mais en tout cas, pour l'instant, je le fais et puis ça va.
En fait, avec des systèmes de recherche et remplacés, on s'en sort quand même. Ce que vous voyez aussi, bon, même si on n'a pas tout à fait l'habitude du code, vous voyez donc on a une note avec un type, et là, écrit type meaning, hein, donc bon, signification. Et donc, l'autre idée, évidemment, ça a été de définir différents types de notes, hein, donc un type signification, un type dramaturgie, un type philologie, pour que là aussi, ça puisse apparaître dans ou pas dans la version qu'on aura choisie. Donc ça aussi, il faut l'encoder. Il faut encoder voilà, au départ le type de note voilà, pour que ça puisse apparaître ou pas. Bon, voilà donc ce que ça donne, hein. C'est un peu, enfin, si on, quand on n'a pas du tout l'habitude, c'est assez barbare, et puis en fait, on s'y fait très bien. Et voilà, moi, j'ai pas du tout de formation informatique au départ. Alors, j'ai fait la formation quand même XML-TEI de Tours, hein, qui voilà, m'a quand même bien formée, mais bon, ça reste accessible si on s'y met et si on est quand même aidé par des ingénieurs, évidemment, ou par des personnes qui savent faire. Hop, je vais attendre un tout petit peu avant de passer à ça. Euh, voilà. Alors, concernant donc les moyens, je vais revenir un tout petit peu parce que c'est là en fait que aussi il y a des, mais, enfin, qu'il y a quand même des petits problèmes. Donc, je vous le disais, le projet a été financé en fait depuis 2 ans, des tout petits financements par la MSH Lorraine. Et donc, à partir de janvier 2024, c'est l'ANR maintenant hein, qui finance le projet, ce qui va me permettre d'avoir donc, comme je le disais, un ingénieur d'études qui va être financé, qui va donc pouvoir se consacrer à plein temps au projet, donc qui sera là pendant 2 ans, et ensuite on aura un postdoc pendant 2 ans, donc qui, je pense, fera surtout des éditions. Enfin voilà, ce sera quand même le cœur, hein. Bon, il y aura d'autres missions évidemment, mais ce sera quand même le cœur de ces missions. Euh, L'idée du projet ANR, c'est aussi de permettre aux membres parce que j'ai quand même une équipe, hein, évidemment, derrière, d'une quinzaine de chercheurs. Donc l'idée, c'est que, et de chercheuses, c'est que ces personnes-là puissent se former à la TEI aussi pour... enfin voilà, moi je trouvais ça bien aussi que justement le projet soit l'occasion de se former. Et donc que ça permette aussi voilà, de permettre à des gens qui le souhaitent de se former. Et donc l'idée, c'est que chaque membre du consortium soit responsable d'une édition par an. Voilà, donc ça c'est un petit peu compliqué, puisqu'en gros, quand on est responsable d'une édition, l'idée c'est de trouver quand même des comédiens qui fassent une lecture, un enseignant qui propose un contenu pédagogique et un éditeur scientifique qui fasse une édition scientifique. Donc c'est pas forcément évident à trouver, hein. Voilà, et donc ça, en fait, c'est la difficulté principale du projet que je rencontre pour l'instant, c'est trouver des éditeurs scientifiques, voilà, qui aient le temps, voilà, parce qu'on sait bien qu'on est tous très occupés, qui aient envie de le faire. Il y a des personnes qui ont envie de faire des éditions, mais qui n'ont pas envie de faire des éditions numériques, hein. Je constate aussi quand même une certaine résistance à l'édition numérique, bon, que d'ailleurs je ne juge pas, hein, c'est pas ça, mais qui, voilà, en tout cas, met un frein aussi quand même au projet. Donc, je pense que l'idée sera quand même, si évidemment, donc moi j'avais promis 40 à 50 éditions à l'ANR, hein, ce qui est beaucoup, si, donc en 3 ans et demi, si je n'arrive pas à ce total-là, l'idée ce sera au moins de proposer des transcriptions pour que les textes soient au moins disponibles en ligne. Transcription, modernisation et encodage, mais simplement il n'y aura pas d'annotation. Donc le texte sera quand même disponible en ligne au format XML-TEI. Il sera possible de faire des recherches plein texte. Voilà, donc c'est un peu une préédition en fait que je vais proposer pour voilà, parce que ça c'est plus facile à obtenir, hein. Des étudiants peuvent le faire. Euh, voilà, donc l'idée, vous voyez, puisque c'est difficile quand même de mobiliser des chercheurs et des chercheuses là-dessus, c'est donc de proposer à des étudiants de master de faire des mémoires éditions. Voilà, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, je m'appuie aussi, par exemple, sur des cours d'initiation à la TEI, puisque j'en donne maintenant à Metz. Et donc là aussi, je l'ai fait travailler, je l'ai fait encoder un texte de mon corpus, et puis voilà. Je m'appuie sur des cours de langue, hein, puisque mon cours justement de langue du XVIe siècle, bah, là aussi, il propose une transcription et une modernisation d'une pièce, hein. Bon, encore une fois, je suis aussi convaincue de l'intérêt pédagogique par ailleurs, hein. C'est pas seulement pour, voilà, pour utiliser des petites mains. Voilà, donc j'essaye de trouver d'autres moyens et puis je vais lancer un appel général aussi pour essayer de trouver un petit peu d'éditeurs ou au moins de personnes qui peuvent transcrire. Euh,
Pour trouver des enseignants, là aussi, c'est un petit peu compliqué. J'ai fait une demande à l'Académie Nancy-Metz, mais j'ai pas, toujours pas eu de réponse. Alors, j'attends toujours parce que je suis un peu naïve, mais bon, je pense qu'il va falloir passer à autre chose. Sinon, je vais essayer de m'adresser aux enseignants de classe préparatoire. C'est plus pratique de s'adresser à eux parce qu'ils sont organisés en association. Enfin, il y a plus de moyens de les joindre, en fait, que des enseignants, voilà, du secondaire. Mais bon, je vais quand même, évidemment, je ne laisse pas du tout tomber cet aspect enseignement du secondaire. Au contraire. Disons que pour l'instant, les pistes sont un peu minces, mais bon, je vais continuer à y travailler. Côté mise en scène, là aussi, l'idée, enfin, mon idée de départ, c'était d'essayer de travailler avec les sections art des différentes universités et aussi, par exemple, avec Sandrine, on avait réfléchi à la collaboration du TNS, hein, le Théâtre national de Strasbourg, mais c'est pas tout à fait évident de proposer, enfin, de leur faire penser que les projets qui viennent de l'extérieur peuvent quand même avoir un intérêt pour eux. Ce que là aussi je comprends. Et donc voilà, pour l'instant, bon, je trouve quand même des metteurs en scène et des comédiens professionnels que ça intéresse, hein, même s'ils ne sont pas du tout au départ portés, hein, sur ces corpus-là. Il faut trouver ce qui les intéresse et leur montrer que ça existe dans nos textes, en fait, hein. Donc, par exemple, la question de genre, voilà, évidemment, c'est une question qui peut attirer bon, en l'occurrence, une metteuse en scène. Ou là, je travaille avec un metteur en scène aussi, qui va probablement mettre en scène un mystère, enfin une partie d'un mystère. Et donc lui, voilà, c'est cet aspect un petit peu, je pense, théâtre ancien qui l'intéresse, bon, voilà, pour plein de raisons. Voilà, donc l'idée, c'est de s'appuyer, vous voyez, sur différents membres, hein, de la société civile, hein, de contacter des gens, ce qui prend du temps, de l'énergie, et ce qui ne donne pas toujours de résultats, mais il y a quand même des résultats. Euh, voilà. Et donc, bon, de toute façon, j'imagine que l'ensemble du corpus ne sera pas mis en ligne à l'issue, hein, des 3 ans et demi. Mais ensuite, bon, j'espère, hein, que je pourrai quand même continuer justement à proposer des mémoires éditions, faire des éditions, des transcriptions moi-même, etc. Donc l'idée, évidemment, et c'est comme ça que ça avait été présenté à l'ANR, c'était pas à l'issue des 3 ans et demi, tout soit en ligne, mais c'était que suffisamment de choses soient là pour déjà donner l'exemple et puis pour donner envie de compléter en fait, hein, le corpus. Donc pour cette première tâche, hein, d'édition, l'enjeu méthodologique central, surtout pour l'ANR, mais en fait en soi, hein, c'est l'enjeu de la science ouverte. Voilà, donc ça c'est en ce moment c'est un thème évidemment central, hein, de cette question-là de l'édition en ligne. Donc, évidemment, de mon côté, pour la publication et la diffusion des données, des résultats, l'idée, c'est que donc, les éditions de texte et tous les contenus versés sur la plateforme soient placés sous la licence CC BY, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autres conditions que la citation. On peut réutiliser dans n'importe quel contexte, mais citer, voilà, ce qui me semble quand même, voilà, normal. Mais donc, ce sera tout à fait en libre accès, réutilisable, hein, simplement il faudra citer. Et l'idée, hein, donc ça aussi c'est quand même l'un des grands principes du moment, c'est que les éditions et toutes les données soient mises en ligne conformément au principe FAIR, hein, donc voilà, facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable, hein, FAIR, F-A-I-R, ce qui vient au départ de l'anglais, hein. Voilà, donc évidemment, c'est aussi ce que permet l'encodage en TEI, hein, qui est lui un langage, alors, bon, universel serait peut-être beaucoup dire, mais un langage voilà, partagé. Donc ça permet l'interopérabilité de ce corpus avec d'autres bases de données, hein. J'ai par exemple une chercheuse qui me disait elle a fait une recherche lexicale et puis enfin, en termes de quantité de données elle voulait en fait le faire sur un maximum de textes théâtraux. Évidemment, elle a dû, alors qu'au départ elle est 16 elle a dû le faire sur des textes postérieurs au 16 siècle parce que les textes n'étaient pas en ligne, hein. Donc voilà, ça permettra, enfin, ces principes faire et puis cette idée d'une licence ouverte permettent quand même, et c'est le principe évidemment, de créer du matériau de recherche, hein. Euh, voilà. Bon, voilà donc pour cette première tâche des éditions. Je vais quand même rapidement vous présenter aussi la deuxième tâche qui est peut-être un peu moins propre, enfin qui est peut-être un peu moins pertinente dans le cadre du séminaire, mais je vais aller plus vite. Et puis, c'est aussi parce qu'encore une fois, il me semble, en tout cas sur ce corpus spécifique, hein, qu'on ne peut pas tout à fait penser les éditions seules. Et donc, c'était l'idée aussi du projet NR, c'était de montrer qu'il fallait un programme de médiation. Donc, pour la seconde tâche, hein, qui est celle de la médiation culturelle et scientifique,
L'idée, évidemment, c'est de prévoir d'abord toute une série de manifestations scientifiques. Donc, l'année dernière, enfin en octobre 2023, j'ai organisé une manifestation, une journée d'études autour justement de la tragédie du sac de Cabrières, qui est une tragédie anonyme du milieu du XVIe siècle, enfin, au cours de laquelle on a eu l'intervention d'une historienne. Donc ça, c'était important pour moi aussi, enfin, le fait qu'on ait plusieurs disciplines représentées. Un enseignant du secondaire, bon, qui est en fait un faux enseignant du secondaire, parce que c'est Sylvain Garnier, qui est quand même un grand chercheur voilà, sur ce théâtre-là, mais qui travaille dans le secondaire, donc il a cette double casquette qui est bien, bien pratique. Et puis donc des lectures, donc une proposée par la compagnie Ogma enfin, en prononciation historiquement informée, et une par un comédien amateur local. Donc ça me plaisait aussi, qui a accepté de se saisir du texte, alors en plus vraiment au dernier moment, donc il a été parfait. Et qui donc là aussi, donc ces deux ressources-là vont être mises en ligne, associées à l'édition de la tragédie du sac de Cabrières, et donc enfin, ce sera accessible en ligne. Alors je vais quand même peut-être vous montrer juste le début. Vous voyez? Est-ce que vous entendez? Oui? Non. Non, vous entendez pas? Alors si vous n'entendez pas, ça va être triste. Ah oui, c'est dommage. Attendez, je vais mettre- Hop. Et là, est-ce que vous entendez? Non. La tragédie du sac Non. Ah oui. Cabrières, auteur tragédie du XVIe siècle, auteur anonyme. Les personnages, nous sommes dans le camp des assiégeants, pardon. Trois personnages. Dopède, premier président du Parlement de Provence. Paulin, capitaine général de l'armée. Caderousse, seigneur de Gabrière. Dopède. Un cœur vaillant mourra plutôt qu'être vaincu, et moi, là, malheureux, aurais-je tant vécu qu'à vaincre ou à mourir, je préfère la fuite. Paulin. Le lion fuit s'il a un cerf pour sa conduite, ainsi le camp auquel commande un bonnet rond comme neige au soleil devant l'ennemi fond. Caderousse. Vous vous entendez trop au procès et enquête à faire fouetter, à faire couper tête ou à faire souffrir quelque plus dure mort. Paulin. Encore savez-vous bien du droit faire le tort. Mais comme il faut donner chaudement les alarmes, vous y entendez comme un clerc fait aux armes. Hop. Alors, Caderousse. j'en reste là. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ok. Oui. Euh, Merci. Voilà, donc ça c'était, vous voyez, bon, ça dure une vingtaine de minutes et puis ensuite il y a des questions, mais voilà, c'était une proposition, vous voyez, alors pas de mise en scène évidemment, mais de lecture théâtralisée, voilà, où on entendait quand même les voix des différents personnages. Et donc ça, c'est un texte, enfin, bon, on était assez émus, c'est un texte manuscrit, donc qui n'a pas été imprimé au XVIe siècle et bon, qui n'avait probablement jamais été vraiment mis en voix. Donc voilà, enfin, je suis vraiment contente aussi que le projet puisse servir à ça. Et donc ça va être mis en ligne avec, vous voyez, associé à une deuxième proposition radicalement différente. J'ose pas avancer, j'ai peur que ça s'arrête. La tragédie du sac de Ah, Cabrières, auteur tragédie. oh, c'est dommage. Alors, attendez. Voilà. Ce sangloin, son armée, la porte ne lui est, n'a 10 autres fermées. Alors que l'on penserait loin de là les soudains, il a, et à couvert, suivi par ses pandas, se servit de la porte. Entrés à la file,
surprennent le château, ayant surpris la ville, mettent le feu partout. D'auprès de vous et de loin, votre femme s'indique, qui cachouette en un coin votre petit enfant. Ils courent tout sur l'heure, le fait chercher, afin que l'un et l'autre meure. La mère, pour le fils, présente à la mort, priant et repriant entre ses bras le sort, et lui dit, le voyant qui se prenouait à rire, si vous ne connaissez votre prochain martyr. Voilà, j'en reste là. Vous voyez, hein, ce qui m'intéresse justement, c'est qu'on puisse, bon, voilà, enfin, déjà présenter ce type de contenu dans une édition. C'est-à-dire que là aussi, ce sera applicable au moment de la scène, lue ou théâtralisée. On pourra effectivement accéder à ce contenu-là. Et ce qui m'intéresse aussi, alors je pourrais sûrement pas le faire à chaque fois, mais c'est justement de proposer ces deux, enfin voilà, de présenter ces deux propositions. Ce qui me semble vraiment intéressant dans un cadre pédagogique, puisque là aussi, un enseignant du secondaire comme du supérieur peut montrer que voilà, soit il choisit une des options, soit il montre les deux options, voilà, ce qui permet de réfléchir quand même justement hein, aux différents effets de ces mises en scène. Et puis voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais bon, en tout cas voilà, enfin, je pourrais sûrement pas le faire à chaque fois, mais j'aime bien quand même qu'on puisse confronter les deux options. Enfin, les deux, évidemment, il y en aurait d'autres, mais une option plutôt du côté d'une actualisation ou d'une lecture un peu actuelle, voilà, dans une prononciation qui est celle d'aujourd'hui, etc. Et une prononciation plus tournée vers voilà, une réflexion historique. Hein. Bon, même si justement la compagnie Ogma, là, qui a proposé cette deuxième représentation ne prétend pas évidemment retrouver les conditions historiques réelles, hein, mais réfléchir à partir de, et puis pour faire une véritable proposition artistique. Voilà. Mais en tout cas, ça m'intéresse quand même qu'on puisse confronter ces deux options-là. Et évidemment, voilà, je trouve ça vraiment essentiel, en tout cas, que ces éditions, enfin que voilà, ces nouvelles éditions donnent accès à des contenus vraiment de mise en scène, parce que ça, encore une fois, on n'en a pas ou vraiment très peu pour le XVIe siècle, et ça, c'est un problème quand on fait de la recherche quand même. Hop. Voilà, donc ça c'était la fiche de cette journée d'études. Voilà, donc ça c'était, à vrai dire, le financement NR n'avait pas commencé à ce moment-là, donc, mais bon, ça fait quand même partie évidemment du projet. Ensuite, donc beaucoup de manifestations sont encore prévues. Hein, donc, vous voyez, donc, c'est dans le cadre là, ça sera vraiment dans le cadre de l'ANR. Donc en mai, une journée sur Nicolas Filleul à Metz. En novembre, une journée sur le tyrannicide et le régicide dans la tragédie française du XVIe siècle qui est co-organisée avec Sandrine Bergard. 5-6 décembre, un colloque actualité du théâtre de la Renaissance, donc là aussi qui est co-organisé avec Céline Fournial, Marie Boët-Gironès et Sandrine aussi Bergard. Et puis ensuite, pour la suite, donc ça, ce sont évidemment les manifestations qu'on a déjà datées. Voilà, il y a eu des appels, il y a des titres, des participants, etc. Pour le reste, c'est encore un petit peu flou. Mais bon, vous voyez en tout cas on a quand même voilà, des pistes, hein, plusieurs possibilités, sachant qu'évidemment, donc il y a deux gros colloques en fait, hein, pour le temps du projet, plus 2 journées d'études par an, donc ça aussi ça prend un peu de temps à organiser, et dont une des journées d'études, vous voyez, portera quand même sur la question aussi des humanités numériques. Et voilà, l'idée étant quand même à la fin du projet de pouvoir faire un petit peu le bilan justement de ce qu'on aura réalisé dans le cadre du projet. Voilà, et donc évidemment, l'idée là aussi, c'est que toutes ces manifestations donnent lieu donc déjà à des captations qui vont être associées ensuite aux éditions et mises en ligne sur le site, et à des articles, hein, à des actes qui là aussi vont être publiés en ligne dans des revues en accès libre. Hein. Ça, c'est un peu aussi une demande de l'ANR, hein, mais bon, qui est particulièrement justifiée dans le cadre de mon projet, qui est plutôt de proposer des choses accessibles gratuitement en ligne. Voilà, donc ça, ce sont, vous voyez, les colloques en fait classiques, mais qui présentent quand même cette singularité, voilà, à chaque fois de proposer des mises en scène ou des lectures, et aussi de permettre aussi de présenter des contenus pédagogiques. Hein, voilà, puisque c'est le troisième volet du projet.
En parallèle de ces manifestations scientifiques, l'idée, c'était aussi, donc, je le disais, de prévoir une médiation bon, scientifique et culturelle, mais donc aussi culturelle, et donc d'aller aussi vers un plus large public. Ça, c'est quand même aussi l'un des fondements du projet, de ne pas se limiter au corpus habituel des colloques. Donc, j'avais en fait, au moment où j'ai fait la demande de financement, j'avais prévu tout un programme, alors bien organisé, hein, de conférences grand public. Voilà, donc j'avais prévu, oui, par exemple, donc enfin, des cycles de conférences, un cycle introductif, voilà, le théâtre français de la Renaissance, un cycle d'approfondissement, un cycle de perfectionnement. Voilà, j'avais vraiment bien organisé les choses. Et puis, en y réfléchissant, enfin, je me suis rendu compte, en fait, hein, que proposer bon, j'avais contacté des partenaires qui seraient enfin, bon, qui disaient oui, pourquoi pas. Mais bon, qui va venir? Enfin voilà, ça pose quand même effectivement, je pense que proposer des manifestations, enfin des conférences grand public comme ça ad hoc, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai réfléchi depuis et j'ai trouvé un peu, hein, une autre option qui est plutôt d'aller dans comment, d'aller dans d'autres espaces déjà, hein, que l'université et de m'appuyer sur une histoire un peu locale, justement pour intéresser au moins un public spécifique. Donc je ne donnerai peut-être qu'un exemple, puisque c'est le seul exemple en fait. Pour les autres, j'ai deux autres belles possibilités, je pense, mais les partenaires en question ne m'ont pas encore répondu, donc je ne peux pas m'engager. En tout cas, là, l'option qui se dessine assez sérieusement et qui, moi, me plaît énormément. Donc, c'est celle, vous voyez, du printemps 2025, hein, une journée d'études sur Nicolas Louvan, que probablement vous ne connaissez pas, que moi-même je ne connaissais pas avant, qui est donc un moine de Saint-Mihiel. Alors, Saint-Mihiel, c'est en pleine Meuse, hein, donc pas très loin de Metz, mais enfin, entre, on va dire, Metz et Verdun, donc dans un endroit enfin, décentré enfin excentré, pardon, et qui présente une magnifique bibliothèque. Voilà, qui est l'héritage donc de justement ces moines du Moyen Âge. Et donc Nicolas Louvan a écrit donc plusieurs choses, notamment un très beau récit de voyage à Jérusalem, qu'il a illustré lui-même avec des illustrations magnifiques, hein, qui est à la bibliothèque de Saint-Mihiel, enfin, que j'ai seulement pu voir en vidéo parce qu'ils ne le montrent pas. Ils ont raison. Et puis, il a écrit aussi un mystère. Donc, un mystère en 1548, si je ne me trompe pas. Voilà, donc mystère vraiment, vous voyez, on est au milieu du XVIe siècle, hein, donc ça aussi, c'est... alors, c'est vrai, pardon, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est un autre aspect important du projet. C'est qu'au départ, j'avais prévu de ne me consacrer qu'aux tragédies et aux comédies, en me disant c'est un corpus plus maîtrisable. Et puis, un ou une des experts anonymes donc, du projet m'a suggéré plutôt de peut-être pas tout faire, mais de présenter des genres différents. Et en fait, je suis tout à fait convaincue par cette idée-là. Et donc, on va plutôt faire ça, c'est-à-dire qu'on va éditer des tragédies, des comédies, mais aussi d'autres formes, mystère. Euh, alors, les sottis et les moralités, donc c'est déjà en partie fait, donc il faut voir si ça aurait un intérêt de faire autre chose. Mais aussi des ballets de cour, enfin voilà, d'autres plus petites formes, hein, parce que je pense que voilà, l'intérêt, c'est de présenter le théâtre de la Renaissance dans sa globalité. Et donc, je reviens à Nicolas Louvois, il a écrit un mystère à Saint-Mihiel en 1548 qu'il aurait fait représenter. Et donc, on va partir de ce texte-là. Donc, c'est ce texte-là que le metteur en scène local va mettre en scène. Alors, évidemment, on va faire des coupes énormes, hein, parce que le spectacle est censé durer 3 jours et qu'on veut arriver à 1 heure et demie, hein. Donc, voilà, ça sera pas... Le mystère ne sera pas mis en scène tel quel. Mais donc, on va faire ce travail à deux, et en fait aussi à trois avec Mario Lontin notamment, et aussi avec Clémence Alliou, enfin, les personnes qui sont vraiment spécialistes de ce texte, pour justement voilà, aboutir à quelque chose de jouable. Et donc, on va faire cette journée d'études à Saint-Mihiel, avec donc une journée d'études vraiment partie recherche, une conférence grand public, et visiblement, la conservatrice de la bibliothèque me disait qu'il y a un public régulier. Vous voyez, en fait, c'est ça, je pense qu'il faut s'appuyer sur des publics déjà en place et, à mon avis, s'appuyer aussi sur une histoire un peu locale qui peut les intéresser. Là, voilà, le fait qu'on rejoue ce mystère qui aurait été joué il y a 5 siècles au même endroit, ça a peut-être plus de sens et qu'on propose une conférence là-dessus, ça a peut-être plus de sens que de proposer à un public large à Metz, voilà, une conférence globale sur le théâtre de la Renaissance.
Bon, voilà, donc j'ai repensé en fait ces différentes manifestations, enfin ces manifestations grand public, plutôt en les associant déjà à des spectacles et aussi en me fondant sur un ancrage local. En plus, voilà, ça m'intéresse aussi de mettre en valeur hein, voilà, plutôt des espaces un peu euh, décentralisés. Voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu de vous dire? Voilà. Donc, troisième partie, les résultats attendus. Donc, ça fait longtemps que je parle en fait, hein, quand même, hein. Bon, j'ai bientôt fini. Donc, l'idée, évidemment, je vais aller très vite, hein. L'idée du projet, c'est d'avoir un impact scientifique, évidemment, sur l'étude du corpus, hein. Évidemment, les études critiques existent et je dirais même qu'elles se multiplient en ce moment, mais leur nombre reste quand même évidemment inférieur à ce qui, au nombre de critiques, de textes critiques sur les textes postérieurs, hein, théâtraux. Et puis, comme je le disais, évidemment, les éditions numériques ouvrent de nouvelles possibilités. Et donc, voilà. Et donc, évidemment, il y aura un impact scientifique. Voilà. Et puis aussi, encore une fois, ce qui pour moi est très important, c'est que les chercheurs et les chercheuses puissent s'appuyer sur des mises en scène. Et voilà, ça, je trouve que c'est quand même, ça va, à mon avis, être aussi un apport du projet. Et l'idée aussi, c'est d'avoir donc un impact dans la société. Donc enfin, j'ai toujours cette ambition de faire une pétition au ministère enfin, pour demander à ce que justement le théâtre du XVIe siècle soit intégré ou intégrable en fait hein, au programme du secondaire, notamment au lycée, pour qu'on puisse officiellement travailler ces textes-là. Et donc, si on a suffisamment de matériaux pédagogiques à l'arrivée, voilà, j'espère qu'on pourra en arriver là. L'idée aussi, pour ce qui est de l'impact dans la société, c'est évidemment de proposer des mises en scène de ces textes et donc de les faire connaître. Alors bon, ça restera peut-être anecdotique, mais peut-être pas. Voilà, finalement, tous les metteurs en scène qu'on touche, voilà, ben, vont eux-mêmes toucher un public, et puis voilà, ce sera toujours ça de prix. Euh, voilà. Et donc pour conclure, voilà, quand même, voilà, Melponium, bon, c'est un projet, vous voyez, quand même assez vaste, en tout cas qui est relativement lourd à porter, hein, je commence à le sentir sur mes épaules. Donc c'est un projet qui repose hein, sur des éditions numériques, qui en seront quand même le résultat le plus tangible, et peut-être le plus durable, en tout cas j'espère. Mais il y a également tout un projet de valorisation voilà, du corpus, hein, puisque l'idée c'est de créer de nouveaux matériaux de recherche, mais aussi de faire connaître hein, ces pièces à un public plus large, enseignants et metteurs en scène notamment. Voilà, puisqu'en fait, évidemment, il y a une chaîne. Hein, si on enseigne ces textes, voilà, ils vont être de plus en plus connus. Voilà. Et donc, simplement, hein, ce sur quoi je voulais insister, et ça me semblait intéressant aussi voilà, dans le cadre de votre séminaire, bon, en tout cas, si ce n'est pas le cas, on est un peu tard, mais vous pourrez me le dire. Mais c'est que justement, il me semble que pour ces textes-là, voilà, le protocole éditorial, évidemment, doit être pensé et doit être mis en place hein, d'une certaine façon, mais dans un sens ne suffit pas. Il doit quand même s'accompagner d'une réflexion sur la manière d'amener en fait les publics à lire les textes et à consulter en fait voilà, nos éditions. Voilà, j'arrête de parler.